Bonjour Olivier, bienvenue sur Altaïr TV. Salut Nicolas, merci de me recevoir. Merci à toi. Donc, tu es tour à tour photographe, réalisateur, conférencier, accompagnateur de voyage et surtout gérant de la plus belle et grande organisation de ciné-conférences de France. C'est ce que mon co-gérant dit. C'est ce qui paraît. Je pense qu'il a tout à fait raison. Voilà. Comment on fait pour supporter tout ça? Beaucoup de travail, Ouais. une très bonne organisation du temps et une super équipe à tout niveau, qu'elle soit à la famille évidemment, mais aussi dans les différentes facettes du boulot. Ouais. Là, l'accompagnement de voyage, des super équipes dans chaque pays, et puis chez Altaïr, voilà, on est 4, on travaille bien, main dans la main, en toute complicité, en toute sérénité, dans un cadre hyper agréable de relations humaines, et ça, je pense que c'est le plus important pour mener à bien, c'est toutes les tâches qui nous incombent. Ouais. Alors là, en plus, tu reviens d'Éthiopie, pour pays dans lequel tu as fait un accompagnement de voyageurs. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Ce voyage-ci, c'était très particulier parce que j'étais pas allé depuis 3 ans à cause du Covid, évidemment, et de la guerre qu'il y a là-bas dans le Nord. Ça a démarré de façon hyper surprenante par une énorme surprise de mes amis éthiopiens, parce que j'y rentrais dans le pays à 1 semaine près. Ça fait 20 ans exactement que j'y ai mis pour la première fois les pieds, les roues, puisque c'était à vélo à l'époque. Et donc mes amis éthiopiens, vu tout le travail que j'ai fait par rapport au pays, la promotion, l'amour que je lui porte, j'en étais à mon 46e voyage là-bas, m'ont fait la surprise d'inviter les 2 ministres éthiopiens du tourisme fédéraux et l'ambassadeur belge qui nous attendait là à notre arrivée dans un hôtel pour le petit déjeuner. Donc c'était hyper émouvant de rencontrer ces autorités, d'avoir des nouveaux contacts avec ces gens-là 3 ans après. Et donc voilà, au fil de ce voyage, c'est un voyage fatigant parce que beaucoup de randonnées, trekking. C'était pour une agence française, Terres oubliées de Lyon. Et voilà, très bien, mon amour est intact, j'adore toujours ce pays. Il y a eu quelques malades dans le voyage, des choses à gérer, mais comme je le disais juste avant, une super équipe sur place. Donc c'était un voyage dans le sud parce que l'Éthiopie c'est gigantesque. C'est 2 fois la France, c'est 80% des plus hautes montagnes d'Afrique, c'est très 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 varié, diversifié au niveau des peuples aussi, il y a 80 groupes ethniques. Et donc je rentre heureux que ce voyage ait été mené à bien, évidemment, que les gens rentrent avec des étoiles dans les yeux, mais vraiment des étoiles dans les yeux, et être ambassadeur de ce pays qui souffre quand même d'une image médiatique assez mauvaise chez nous en Occident. Et voilà, c'est une chose que j'essaye de modifier, de changer à mon niveau depuis 20 ans. Oui. Alors ce pays, tu le connais très très bien, 46 voyages, et surtout tu le présentes aussi en conférence à Altaïr. Justement, est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu, si on vient te voir, qu'est-ce qu'on vient voir? Alors je le présente avec Altaïr, mais sous une facette particulière, puisque je répète, donc le pays est gigantesque, et le film qui est présenté avec Altaïr, c'est un pèlerinage. Donc j'ai marché avec un de mes meilleurs amis, là, Frédéric Furnel, pendant 24 jours, de l'extrême nord du pays jusqu'à la petite ville sainte de Lalibela, où on trouve 11 églises creusées dans la roche qui datent du 12e, 13e siècle, et où on fête Noël, Guéna, parce que le film c'est Marcher pour Guéna, donc on a marché pour Noël, le 6 janvier, ils sont orthodoxes, ils ont un autre calendrier que le nôtre, et donc la présentation, le film présenté avec Altaïr Conférence, c'est ça, c'est cette marche, ce pèlerinage, même si nous on est agnostiques, donc c'est cette foi qui déplace les montagnes, clairement là-bas dans ce pays, cette vie avec les pèlerins, avec les paysans qu'on rencontre, l'accueil qu'on reçoit, la gentillesse. Je pense que c'est un chemin de foi, mais c'est un chemin d'humanité avec un grand H. C'est le genre de périple, de voyage, de randonnée qui donne foi dans l'humanité. Le monde dans lequel on vit tourne pas forcément toujours dans le bon sens. On est massacré de mauvaises nouvelles, de guerre et ainsi de suite. L'homme serait mauvais. Non, les hommes sont bons partout. Après, au niveau supérieur, au-dessus de nous, ils sont pas bons partout, mais les masses, finalement, ce sont des gens adorables et agréables. Et là, voilà, on est blanc sur ce chemin, mais on aurait été rouge, jaune, bleu, peu importe, on est des êtres humains sur un chemin. Et donc, on ne laisse pas les gens dehors, on les accueille. Et ça, je pense que c'est la leçon principale de ce film. Au-delà de découvrir des paysages, mais alors à tomber à la renverse de beauté, et une foi et des peuples, puisqu'on en croise plusieurs, tout à fait charmants et beaux.
Et une faune aussi, j'imagine. La faune très intéressante en Éthiopie, la faune, j'ai envie de dire endémique, du pays propre à l'Éthiopie. Voilà, fantastique, le loup d'Éthiopie, le gelada, le niala, etc. Mais qu'on ne voit pas trop dans le film, parce que c'est pas ça, c'est pas le propos de ce film présenté avec Altaïr. Le propos, c'est vraiment la randonnée, la rencontre, les paysages, les interactions entre Frédéric et moi, et puis nous deux et les Éthiopiens. Cette fête magnifique, mais absolument invraisemblable tant qu'on n'y a pas. J'en ai des frissons rien qu'à en parler. Je l'ai vécu 7 fois déjà cette fête. C'est inqualifiable. Il faut être là, il faut être dedans, il faut s'y mêler, il faut s'y confronter pour ressentir toute cette émotion évidemment. Alors on l'a fait passer du mieux possible à travers le film, mais c'est un pays sensationnel. Moi je me sens complètement chez moi. Donc on peut dire aux gens non seulement de venir te voir présenter ce magnifique film et puis en même temps de participer à des voyages que tu organises là-bas. Ah ben bienvenue à tout le monde. Et avant le Covid, il y en avait plusieurs, il y en avait 2, entre 2 et 4 par an. Voilà, maintenant ça repart, ça reprend. Espérons que je puisse y retourner très rapidement. Mais oui, moi, je suis évidemment plus qu'enchanté d'accompagner des gens là-bas et transmettre toutes mes connaissances sur le pays et mon amour avec un A majuscule que j'ai pour cette Éthiopie. Bon, on va rester dans le secteur, si on peut dire. Juste avant ça, tu étais en Namibie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Eh bien, la Namibie, c'est nouveau pour moi parce que c'est venu d'une demande d'une agence de voyage belge qui m'a demandé d'accompagner des voyages là-bas. Donc j'y suis parti pour repérer le pays. C'est un pays qui me fascine depuis que je suis enfant. Depuis que je peux lire et regarder des images et des photos, ça m'a toujours attiré d'aller me confronter à ces déserts, à ces dunes rouges. La Namibie, on la qualifie souvent de grand désert. Hein. C'est le 3e pays le moins densément peuplé au monde. Donc voilà, il y a presque pas d'habitants, mais ils sont 2 600 000 sur un territoire grand comme 2 fois et demi l'Allemagne. Donc ils sont pas beaucoup. Une faune incroyable, une histoire très intéressante, puis bon, l'océan Atlantique, toutes ces interactions. Et bien voilà, là aussi, donc je prépare un film sur le pays, et j'ai accompagné mon premier voyage donc en septembre dernier, et pour les gens, c'était aussi une révélation, quoi. Enfin, oui, j'aime l'Afrique noire, je pense que je peux le dire haut et fort. Bon, et pas que, puisque oui, pas que. On peut le qualifier un grand voyageur. Donc tu as aussi accompagné ta famille dans un voyage à vélo magnifique à travers l'Europe. Oui. Pareil aussi, on veut savoir. On veut savoir, mais ça c'est long à raconter parce que c'est un voyage qui a duré 5 mois. On est parti effectivement traverser l'Europe par l'Eurovéloroute numéro 6, ce qui n'a rien de fantastique en soi. C'est un itinéraire de 5200 km à travers 10 pays, le long de la Loire, du Rhin et du Danube. Mais ce qui était peut-être tout à fait original, c'est qu'on est parti avec nos 2 petites filles qui avaient 6 et 8 ans à l'époque, mais surtout elles ont tout pédalé. Donc elles ont fait l'intégralité du chemin sur leur petit vélo en pédalant à leur rythme. C'est pour ça que ça nous a pris 5 mois. Et c'était vraiment un voyage, un temps qu'on voulait s'offrir en famille pour compenser toutes mes absences. Voilà, parce que comme tu le disais tout à l'heure, quand on a notre vie, on est parti pour guider des voyages, on est parti pour faire des reportages, on est parti pour faire des conférences, etc. Donc la vie de famille ne passe pas au second plan, loin de là. Mais on n'est pas toujours ensemble, on n'a pas une vie de famille normale. Et donc là, on voulait ce voyage à 4 pendant 5 mois, 24 heures sur 24, on l'a eu. J'en ai donc fait un film, j'ai écrit un livre sur cette aventure, et c'est un film donc, que je présente aussi avec Altaïr Conférence. C'est énormément de plaisir à le partager, que ce soit dans les séances scolaires ou tout public, traditionnel. Oui, il y a quelque chose. Et le public, là, la dernière tournée me faisait des retours mais fantastiques en disant dans le monde dans lequel on vit, je reviens à ça par rapport à l'actualité, voilà, ce film fait du bien, parce qu'il est ultra positif, les enfants sont partie prenante du voyage, hein. Il faut voir le film, elles sont intégrées à la démarche photojournalistique, elles participent, elles sont face caméra pour présenter différentes choses et tout ça. C'est pas juste 2 petites filles qui suivent à vélo parce que papa et maman ont décidé de faire un voyage à vélo, et donc elles sont impliquées, et je pense que c'est ça aussi un des petits aspects de magie de ce film, et le fait qu'elles soient enfant, petite, fait que c'est un film multigénérationnel au niveau du public. Les petits-enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde s'y retrouve. Tout le monde y trouve son compte, et c'est vraiment les échos que j'ai. Et ça, je trouve fantastique, et merci à Altaïr de me donner cette chance de présenter ce film
en conférence. Ben c'est surtout, c'est un feel-good movie, pour employer un anglicisme. C'est un film aussi qui en dit long sur nous, sur notre place dans le voyage en famille. Et comme tu le disais, tu es parti un peu en famille faire ce film un peu pour rattraper un peu le temps perdu, si j'en puis dire. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2022 et dès le 2 janvier, tu seras déjà sur les routes pour présenter des films. Donc je précise en France, pareil, donc travail de nomade, pas simplement faire des voyages. Et encore un autre film dont je voudrais que tu nous parles, c'est la Roumanie, des Carpates au Danube. Pareil, magnifique film, on apprend plein de choses sur ce pays méconnu. Est-ce que tu pourrais nous... Bon, merci. Ce que je peux en dire, c'est que la Roumanie, c'était vraiment un pays qui me tenait à cœur, un sujet qui me tenait à cœur. Je l'ai découverte au début d'un grand voyage à vélo de la Roumanie, justement, jusqu'à Madagascar pendant 1 an et demi. On l'a fait avec Catherine, mon épouse, presque 12 000 km. Et j'ai toujours trouvé que la Roumanie en Europe était injustement traitée, au niveau médiatique, préjugés, Roms, etc. Et donc, je m'étais promis que le jour où j'en avais l'opportunité, du temps, d'argent aussi, je lui consacrerai vraiment du temps pour faire un reportage, écrire un livre. Et donc je suis allé 5 fois en Roumanie pour ce film. J'ai passé 7 mois sur place. C'est tout près, la Roumanie, c'est pas le bout du monde, ce sont nos voisins, on construit l'Union européenne ensemble, etc. Mais on les connaît très très mal et c'est un pays pour moi fantastique. Je la compare souvent à l'Éthiopie dans le sens où 2 pays assez maltraités médiatiquement, mais derrière, quand on gratte, fantastique au niveau de la richesse du patrimoine humain, religieux, culturel, naturel. Il y a tout en Roumanie, et surtout les Roumains, qui sont absolument charmants, puis les autres peuples, puisqu'il y a 23 minorités ethniques dans ce pays. Ils ont une histoire fascinante, dure, difficile, mais je ne parle pas que de l'histoire récente, je parle de toute l'histoire. Ça a été un des champs de bataille de l'Europe, cette Roumanie, mais au niveau du patrimoine, les églises, les monastères peints, c'est vraiment les églises en bois, les citadelles saxonnes fortifiées, les villes médiévales, c'est absolument somptueux. C'est vraiment, vraiment, en Europe, je pense, un pays à découvrir et aller mettre une bonne gifle à ses préjugés. Et c'est un pays qui attire de plus en plus de monde, du monde francophone. Beaucoup de Français, de Belges, de Suisses ont des secondes résidences en Roumanie parce que la vie est plus relaxe, plus cool, moins stressante que chez nous. Et ceux qui découvrent la Roumanie en vacances, souvent ils ont du mal à partir ailleurs. Après, c'est un pays qui retourne, qui est bourré de sentiments. C'est vrai, et puis c'est aussi, alors ça c'est à titre personnel, le pays de Dracula, de l'origine de l'œuvre de Bram Stoker, mais aussi du fameux Dracula roumain, le vrai, qui était un seigneur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était un prince de Valachie, la région sud du pays, qui a tenu tête aux Ottomans, alors que son territoire était tout petit, mais il a tenu tête par la cruauté, il faut le dire. Il a empalé pas mal de monde, et puis il a fini lui-même décapité. Donc l'histoire est triste, mais dans l'histoire roumaine, c'est un de leurs grands princes, parce qu'il a tenu tête à une grande puissance. Ouais. Mais c'est passionnant parce que dans tout ce que tu dis, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne travaille pas comme à la télé. Et ce que tu fais là, c'est-à-dire 46 voyages en Éthiopie, 6 voyages en Roumanie, si je dis pas de bêtises. Non, plus. Aujourd'hui, je dois être à 15 ou 16. 15 ou 16, pardon. C'est pas du tout la même manière. C'est-à-dire que nous, on s'approprie, on va dire, le pays, on s'approprie la culture, on s'approprie... s'approprier, c'est pas le bon terme, mais les gens, parce que on passe du temps, on y revient, on crée des liens aussi avec les populations locales. Une équipe de télévision, finalement, c'est une équipe qui va sur un laps de temps, en général une dizaine de jours, avoir des fixeurs, des professionnels qui vont délimiter sur la base d'un scénario un fil conducteur pour une thématique, tandis que nous, on part souvent un petit peu sans savoir ce qu'on va voir ou rencontrer, et on finit avec une expérience, un témoignage personnel, souvent exclusif, et avec de quoi dire. C'est ça aussi qui fait la différence, c'est qu'à l'issue d'une conférence, on peut débattre, on peut discuter, on peut dire aux gens, allez là, n'allez peut-être pas là, et allez rencontrer cette personne, elle est formidable, et c'est en ça qui fait l'intérêt. C'est surtout ce que je pense qu'on voudrait dire aussi, c'est que c'est tout public, et le voyage s'appelait à tout le monde, et tu parlais tout à l'heure de tes filles. Je sais personnellement qu'elles sont très brillantes, très intelligentes, elles ont un regard objectif sur le monde, et c'est grâce à ces voyages, grâce à toi, grâce à tout ce que tu leur as montré, qui fait qu'elles en sont là aujourd'hui.
aujourd'hui, et le voyage aujourd'hui, ben, c'est périlleux avec le Covid, avec les mauvaises nouvelles, et je pense que c'est important de pouvoir déjà voyager, et puis si l'on ne peut pas, comme on dit chez Altaïr, ben, prendre un ticket de cinéma voyager pour le prix d'un ticket de cinéma, et donc c'est en ça que notre travail est, je dirais, important. Voilà, c'est ce que je voulais dire, je sais pas. Oui, je trouve que c'est une bonne analyse, le fait qu'on s'imprègne, qu'on passe du temps dans les pays, qu'on les aime aussi, parce qu'il est impossible de faire un film et après de le présenter des dizaines de fois en conférence sans l'aimer, sans l'apprécier. On s'investit tous, c'est nous dans chaque film, on a une liberté totale d'expression, on montre ce que l'on veut, on dit ce que l'on veut. Tu parles de scénario, moi je pars sans scénario dans tous mes films, puisque je ne sais pas qui je vais rencontrer, je ne sais pas exactement ce que je vais voir, sous quelle lumière, et ainsi de suite. Et après, voilà, je trouve une trame et je présente. Mais c'est cette liberté que l'on a absolue, pour moi, elle n'a pas de prix, quelque part. Donc là, je vais peut-être plagier quelqu'un, et c'est une phrase de notre film sur le voyage à vélo, un guide français qu'on a rencontré le long de la Loire, qui disait « Mais j'ai pas d'argent, mais j'ai une vie en or ». J'ai un métier qui ne me rapporte pas d'argent, mais j'ai une vie en or. Et ça, je pense que quand on discute, alors évidemment, comme tout métier, il y a des inconvénients, il y a des difficultés, bien entendu, mais quand on discute avec les gens, avec certaines personnes, des amis qui parlent de leur routine quotidienne et ainsi de suite, quelque part, c'est quelle chance de pouvoir partir à la rencontre des gens là-bas et ici aussi, sur les chemins de France, de Belgique, de Suisse, du Québec, où on présente nos conférences, pour les emporter avec nous, pour les faire vivre, pour les sortir de leur quotidien, de cette télé qui nous abrutit de plus en plus, de ce qu'on peut voir sur Internet, mais qui n'est qu'une facette. On est toujours assis derrière un écran, hyper passif, et on zappe et on va pas au fond des choses, tandis qu'une conférence avec Altaïr, eh bien voilà, c'est en deux parties. Il y a un entracte, on rencontre la personne qui a fait le film, qui peut vraiment en parler, il y a toujours un débat, il y a toujours une discussion en fin de séance. Voilà, donc on ne peut pas aborder tous les sujets dans un film d'une heure 20. Et bien voilà, le temps de débat, le temps de rencontre, il est richissime pour moi. Je l'attends avec impatience à chaque fin de séance pour quelles questions vais-je avoir aujourd'hui, de quoi je vais pouvoir parler, sur quoi on va me questionner. Et les sujets, voilà, peuvent être infinis, très variés. Et très varié aussi par rapport au public. Les enfants, les adultes encore dans l'âge de travail, et puis les retraités. Et tout ce mix, toute cette rencontre de population, moi ça m'enchante. En fait. Et ça, c'est une des richesses de notre métier. Et c'est ce qu'Altaïr promeut. Tout à fait. Et je relève une dernière chose qui est très importante que tu as dite, c'est qu'on est indépendant. Et ça change vraiment toute la donne. C'est par rapport, par exemple, comme on disait, à la télé ou au cinéma, on n'a pas de producteur, on y va sur nos deniers personnels. Mais au-delà de ça, ça veut dire aussi qu'on n'a pas un regard biaisé. On n'est pas acheté, on nous dit pas de regarder là et pas là. Et cette liberté qu'on a de faire nos films, c'est aussi de ramener des images exclusives, inédites, des témoignages sincères. Et cette authenticité, on la voit quasiment plus à la télé, on en parlait hier d'ailleurs, on la voit plus sur Internet. Et c'est ce dernier espace de liberté qu'on a, je pense, dans ce genre de ciné-conférence. Voilà. Mais du coup, je te laisse le mot de la fin. Bienvenue à toutes les séances, bienvenue en Éthiopie, en Roumanie, à Madagascar, en Namibie. Le mot de la fin, c'est sortez après cette période un peu étouffante de Covid, de crise énergétique, de guerre en Ukraine, etc. Sortez, faites vivre la culture, le spectacle vivant, puisque c'est ça qu'on fait, puisque nous on présente nos films en direct, le commentaire est fait en direct, on est là au milieu de la salle, on est parmi vous. Venez nous rencontrer, venez nous découvrir, venez voir nos productions, venez vibrer avec nous, venez nous poser des questions. Et on l'a dit des milliers de fois pendant les confinements, pendant la période Covid, on est des animaux sociaux. On a besoin de se rencontrer les uns les autres, on a besoin de boire un verre ensemble et rester derrière un écran à la maison. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une des choses les plus stupides qui puisse exister. On est là à, je sais pas, 14 ans derrière un écran, on se retourne, on a 35-40 ans et on se rend compte qu'on a perdu du temps et on aurait pu voyager et vivre ce que tu as vécu et qui est extraordinaire. Mais merci. Ce que je souhaite à plein d'autres personnes, effectivement, de réaliser leurs rêves, en fait. De mettre tout ce qu'ils ont dans leur capacité pour réaliser leurs rêves, c'est une des plus belles choses qui puissent exister dans la vie. Absolument.